Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau. Qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour Yann. Bonjour Hélène. Moi, je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast. Alors moi, je t'ai découvert à l'occasion de Paris Design Week à l'Espace Commune en septembre dernier. Je présentais l'exposition Demain plus beau. Alors, pour resituer juste deux mots sur cette exposition, mon objectif, c'était de mettre en lumière un petit peu les designers et les artistes engagés qui avaient réalisé des pièces dans des matériaux dont l'extraction a le moins d'impact possible. C'était un parti pris assez fort. Il y avait donc pas de plastique, pas de métal, mais que des matériaux comme la terre, du vieux bois réemployé, des plantes exotiques envahissantes qui d'habitude sont brûlées, etc., des coproduits, surtout en fait beaucoup de déchets. Et toi, tu étais donc aussi exactement dans cette ligne directrice avec ton projet Gwylaine. Tu vas nous raconter cette aventure et aussi ce que tu fais du coup aujourd'hui. Toi, rien ne te prédestinait à créer un nouveau matériau durable et pourtant tu as décidé de changer de vie et de trouver une solution en fait qui ait du sens pour résoudre un problème très particulier en fait d'envasement des ports qui aujourd'hui est malheureusement solutionné en détruisant un petit peu la biodiversité. Tu vas nous expliquer tout ça et en fait tu proposes d'utiliser cette vase, donc ces sédiments pour créer un nouveau matériau qui a un potentiel d'utilisation hyper important. Moi, je trouve ça vraiment juste génial et hyper inspirant en fait. Surtout aussi très enthousiasmant que des projets engagés comme ça qui ont du sens, soient portés aujourd'hui parce que je crois que si vous vivez pas dans une grotte, on a tous compris qu'il y a des enjeux qui sont urgents à relever. Donc aujourd'hui, comment on fait pour arrêter de flinguer nos ressources naturelles parce qu'en fait on a plus trop le choix et sans vivre dans un monde de briques et de broc avec des matériaux qui sont pas trop désirables, pas très beaux, pas très confortables, etc. Je crois que toi, t'es un super exemple de en fait, voir le potentiel de désirabilité et de beauté dans un déchet, quelque chose qui aujourd'hui n'est pas valorisé, et avec de l'imagination, beaucoup de techniques et du bon sens, pouvoir en faire, et aussi des liens, tu vois, que tu as fait entre différents acteurs et différentes choses qui n'ont pas forcément de lien au début, arriver à trouver des solutions qui sont remplies de sens, duplicables et aussi industrialisables. En fait, ça c'est hyper important et ton projet l'est entièrement. Avec le but final, c'est essayer de limiter les impacts. Donc avant qu'on rentre dans le détail de tout ça, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que toi, tu es architecte et ingénieur des ponts et chaussées. Oui, exactement. Que tu as bossé pendant plusieurs années en tant qu'ingénieur structure, puis en tant qu'architecte dans des agences et après de façon aussi indépendante, avant de te lancer dans l'aventure Gwylaine. Ça a été drivé par quoi un peu ton envie d'être architecte c'était la technique, les matériaux. Tu vois, qu'est-ce que c'était au début, tu vois, qui t'intéressait? Alors j'ai commencé mes études d'architecte avec surtout l'envie de réaliser des choses concrètes. Il me semble que c'est un métier où on fait des choses, on construit des bâtiments, on met en œuvre des matériaux, on construit des espaces dans lesquels les gens vont vivre. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, à faire des choses comme ça très concrètes. Ouais. Et puis c'est aussi un métier qui permet d'avoir de la liberté. Il y a plein de façons d'exercer le métier d'architecte et aussi d'ingénieur, donc j'ai cette double formation qui m'a ouvert sur une dimension plus technique. Parce qu'en fait, t'as d'abord commencé par l'archi, puis après t'as complété avec une formation d'ingénieur. Oui, exactement. Ouais. J'ai commencé mes études en architecture à Versailles et ensuite j'ai poursuivi avec un double cursus qui est une super formation qui est proposée par l'école d'architecture de Marne-la-Vallée et les Ponts et Chaussées, qui permet d'avoir ce double diplôme et c'est vraiment très complémentaire. Ça permet d'ouvrir à une dimension technique, la dimension des matériaux aussi, de la mise en œuvre, de la construction. Et c'est vraiment un vrai plus pour exercer en tant qu'architecte ou pour faire d'autres projets après.
Et du coup, toi, concrètement, au tout début là, de ta pratique, qu'est-ce que ça t'a ouvert comme clé de lecture? Qu'est-ce que ça t'a amené de différent versus quelqu'un qui aurait juste fait des études d'architecte? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y avait, tu comprenais des choses différemment? Tu pouvais dialoguer avec des parties prenantes dans un projet qui était plus technique? Enfin, tu vois? Oui, en fait, ça ouvre déjà un langage, le langage de l'ingénieur qui n'a pas le même, qui n'est pas le même que celui de l'architecte souvent. Et puis ça permet d'avoir aussi un regard sur les choses qui nous environnent. Moi, j'ai quelque chose que j'ai découvert pendant mes études d'ingénieur. Ça peut paraître très bête comme chose, mais il y a une règle très très simple qu'on utilise souvent quand on fait de la structure, qui est sigma égale F sur S. Ça veut dire une contrainte dans un matériau. C'est en fait une force sur une unité de surface. Et pendant les études, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on aiguise un couteau, on a l'impression qu'on vient le rendre très très fin, mais quand on le rend très très fin, on vient rendre cette surface proche de zéro, ce qui fait qu'avec très peu de force, en fait, on peut obtenir une contrainte très très forte, et donc on peut arriver à découper le matériau. Et je trouvais ça a été une vraie révélation quand j'ai compris ça, mais c'est peut-être cette capacité à synthétiser et à comprendre des choses un peu simple de physique qui nous environne. Et je pense que c'est ça qui est le plus riche dans le métier et dans la formation d'ingénieur. Ok. Et alors toi, comment est-ce qu'en fait tout ce bagage technique en architecture, en ingénierie, etc., rencontre une histoire en fait qui est assez ancrée dans un territoire, la Bretagne, donc une histoire d'un paysage en fait. Comment ça c'est la naissance de ton projet, donc oui. Ça arrive comment? Alors c'est très ancré dans la culture bretonne, en tout cas. C'est un sujet on dit toujours qu'il y a les Bretons des terres et les Bretons des mers. Donc il y a presque deux types de Bretons. Moi, je suis plutôt issu d'une famille de Bretons des terres, mais j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer, et plus précisément près de l'estuaire de la Vilaine, qui est donc dans le Morbihan. La Vilaine, c'est le plus long fleuve breton. Alors c'est pas forcément très grand, mais c'est très grand pour des Bretons. Et ça débouche dans le Morbihan. Donc j'ai grandi près des rives de cet estuaire. Et en fait, cet estuaire, depuis les années 70, on a construit un barrage à Arzal pour créer une importante réserve d'eau douce. Et l'estuaire s'est progressivement envasé depuis les années 70. Et donc j'ai grandi sur les bords de cet estuaire en voyant cet envasement. Et donc, j'ai toujours eu un peu en tête de me dire qu'il y avait sans doute quelque chose à faire avec toute cette matière qui était une gêne pour tous les usagers de l'estuaire, que ce soit les pêcheurs, les ostréiculteurs, ou même les touristes ou les gens qui le pratiquent de manière Parce qu'en fait, c'est une gêne. Pourquoi? Parce qu'en gros, ça s'accumule et du coup, il y a moins d'eau. Enfin, il y a moins de place pour l'eau. Enfin, c'est ça un peu? Oui, en fait, ça modifie vraiment tout le comportement de l'estuaire, c'est-à-dire que il y a des vasières qui se créent sur les rives de l'estuaire qui finissent par se poldériser, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a des plantes qui viennent s'installer dans ces vasières, et ce qui comme des petites collines de base, quoi. Voilà, exactement, et ça conduit vers des présalés ou des zones qui deviennent presque de la terre, et on est dans cet entre-deux entre terre et mer, mais ça devient plus de la terre que de la mer. Donc c'est une modification comme ça d'un espace qui avait un équilibre naturel, qui suite à une action de l'homme. Donc le barrage, en fait, c'est ça, ce que tu racontais. Ouais, la construction du barrage qui du coup ralentit les courants, et en ralentissant les courants, c'est un phénomène qui existe donc dans cet estuaire, mais qui existe aussi dans tous les ports. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet et potentiellement une vraie ressource à exploiter. C'est qu'en fait, quand un courant ralentit, comme c'est le cas dans un port ou dans un estuaire, en fait, on cherche dans un port à ralentir les courants et ralentir la houle. Et quand on ralentit les courants, toutes les petites particules qui peuvent être en suspension dans la mer, elles ont le temps de venir se déposer au fond. Et donc, inévitablement, en fait, un port s'envase. Et je me suis alors rendu compte que il y avait une ressource qui était considérable en France et aussi dans le monde. Donc en fait, dans tous les ports, enfin les gens qui gèrent le port, ils sont face à un problème un peu tous le même, qui est que il y a beaucoup de vases dans le fond, et qu'en fait cette vase, si elle s'accumule trop, les bateaux pourront plus passer, et qu'en fait il faut en enlever de temps en temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Et en fait, oui, sinon en fait il y a plus, le tirant d'eau n'est plus suffisant.
et donc les bateaux peuvent plus circuler. Donc les ports ont l'obligation de faire ces dragages d'entretien. Alors les cycles, ça peut aller, c'est de 5 à 15-20 ans pour la plupart des ports. Après, il y a des grands ports en France comme Nantes-Saint-Nazaire ou Le Havre où ils font du dragage en permanence. Donc le dragage, c'est bien ce truc parce que c'est bien cette action de venir enlever les sédiments, enfin cette base. Oui, en fait, c'est des bateaux spécifiques qui viennent avec des sortes de gros aspirateurs et viennent aspirer le fond du port, soit pour les mettre dans des barges qui ensuite sont relarguées au large, soit ramenées à terre avec des systèmes de tuyauterie qui ramènent les sédiments directement au sol. Et aujourd'hui, en fait, 95% des sédiments sont rejetés au large. Et c'est un problème qu'on commence à percevoir parce que ça crée des perturbations sur les écosystèmes marins qui sont des écosystèmes fragiles. Bah oui, parce qu'en fait, ça vient se déposer en fait sur toute une biodiversité qui avait rien demandé, quoi. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Alors il y a des zones qui sont définies par les préfectures, des zones autorisées quoi de rejet. Ouais. Mais ça a quand même un impact. Oui, on vient étouffer en fait toute la vie qu'il y a dans les fonds marins. Et donc les ports sont de plus en plus contraints de ramener leurs sédiments à terre. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de piste de valorisation et donc toute cette matière qui est évacuée se retrouve dans des décharges. D'accord. Alors que en fait la composition d'un sédiment, c'est essentiellement de l'argile. Il y a aussi du sel, il peut y avoir des déchets coquillés, il peut y avoir un peu de sable, ça dépend un peu des régimes sédimentaires. Mmh. Et puis il y a quelques résidus organiques aussi, des particules d'algues. Mais donc c'est essentiellement de l'argile, et l'argile c'est ce qu'on utilise par ailleurs pour faire des briques par exemple. Et donc c'est un peu de là qu'a démarré l'idée du projet Guylaine, qui était de se dire si on a de l'argile et si on a cette ressource à disposition, est-ce qu'on peut pas l'utiliser pour en faire des matériaux de construction à partir d'une ressource disponible, quoi. Ouais. Donc en fait, tu vois ça et donc tu te dis, il y a cette vase, est-ce que on va pas pouvoir la travailler d'une certaine manière, comment tu t'y prends en fait? Tu te dis tu fais des tests, tu vois, Oui. Ça commence comment? J'ai fait des premiers tests au tout début, j'étais encore installé à Paris et je travaillais comme architecte. Et donc je rentrais de temps en temps en Bretagne, j'allais prélever des vases dans l'estuaire de la Vilaine, et je faisais des essais que je ramenais à Paris qui se décomposaient. C'était un peu terrible dans un petit appartement parisien. C'était un peu particulier, mais ça devait sentir bon. Voilà, ouais, exactement. Au début, en fait, en faisant des essais comme ça progressivement, j'ai réussi à trouver un procédé qui permettait de le solidifier. Et qui permettent de donner de la rigidité en fait aux matériaux et qui ne nécessitent pas de cuisson à haute température. Et c'était aussi un point qui était important dans ce développement, c'est-à-dire qu'il y a ce sujet de la ressource où il y a une ressource qui est disponible, mais pour faire un matériau de construction, c'était aussi important pour moi qui consomme peu d'énergie dans son procédé et de chercher à trouver un procédé qui soit finalement parce qu'en fait c'est un procédé qui s'inspire un peu de la nature, tu vois. Oui, c'est un procédé qui est inspiré de la diagénèse. Donc la diagénèse, c'est le processus naturel de formation des roches sédimentaires. Et donc j'avais toujours cette idée que en fait s'inspirer d'un procédé naturel, la nature cherche toujours à optimiser son énergie parce que elle cherche toujours le moyen qui va nécessiter le moins d'énergie et le chemin le plus court, disons, pour effectuer ce qu'elle a à faire. Et donc s'inspirer d'un procédé naturel comme ça me semblait être pertinent pour justement trouver un procédé qui soit économe en énergie. Et donc en s'inspirant de ça, oui, j'ai réussi à trouver un procédé qui marche bien. Ok, donc du coup c'est un peu du biomimétisme, quoi. Je sais pas si on peut appeler ça, mais ouais, il y a un peu de ça, ouais, dans le fait de s'inspirer de la nature, et il me semble une bonne piste pour trouver des solutions intelligentes. Ouais. Mais c'est ça, et aussi en fait, parce qu'on va détailler un peu tout ce matériau, etc. Parce que tu pars d'une ressource et tu vas vers un matériau, mais toi, à quel moment aussi dans ton métier, parce qu'au début tu étais quand même architecte, tu vois, pour revenir un peu dans ce truc, à quel moment aussi cet engagement pour essayer de créer à partir de ce qui est disponible, de créer une philosophie qui soit un petit peu plus en lien avec le vivant, avec la nature, etc. Oui. Cette prise de conscience écologique, on va dire, elle est arrivée aussi comment? Au départ, c'est des projets que j'ai pu mener quand j'étais encore étudiant ou quand j'ai commencé à travailler.
J'ai notamment réalisé avec un ami une structure qui était un lustre constitué de stylo bic. Et au départ, c'était presque un amusement, je dirais, presque. On a cherché à détourner une fonction et à se dire comment est-ce qu'on peut réutiliser des objets qui soient consommés, qui soient a priori prêts à être jetés, et du coup comment on transforme des fonctions pour en faire autre chose. Donc c'était presque un amusement et un jeu comme ça intellectuel. On avait fait cette structure pour un concours d'ingénierie, et donc il y avait ce sujet cette contrainte qu'on s'était donnée de réutiliser un matériau existant. Et en fait c'est un sujet qui, je trouve, est très pertinent, je trouve, dans la façon de concevoir. Je me dis qu'il y a quelque chose comme ça je sais pas si, enfin, c'est presque du bon sens, en fait. J'ai pas l'impression d'être écologiste, quoi. Je le revendique pas, en tout cas, mais ça me semble être du bon sens, et ça me semble être du travail aussi d'ingénieur, d'optimiser un procédé, de consommer le moins d'énergie, d'utiliser ce qui est disponible. Ça me paraît du bon sens. Donc j'ai pas forcément de conviction écologiste, je dirais, mais ça me paraît être nécessaire et évident. Et là-dedans, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce que définit Claude Lévi-Strauss dans La Pensée sauvage. Au tout début de l'ouvrage, il fait une distinction entre la figure de l'ingénieur et la figure du bricoleur. Et l'ingénieur, il définit comme celui qui conçoit hors du monde et qui soumet le monde à sa pensée. Alors que le bricoleur, c'est celui qui conçoit à partir du monde, c'est-à-dire qui commence par faire un état des lieux de ce qui l'environne, de ce dont il a à sa disposition, et c'est avec ça qu'il va concevoir quelque chose et qu'il va concevoir son projet. Et ça me semble être une distinction qui est hyper importante, et je crois on a besoin de tous être plus bricoleurs qu'ingénieurs aujourd'hui pour trouver des solutions et trouver des nouvelles façons de transformer ce qui aujourd'hui est considéré comme des déchets. Ouais, c'est ça, c'est créer, mais en transformant. Oui, exactement. Il y a toujours des propriétés. En métamorphosant, ouais. Ouais, et puis en ayant un regard sans a priori, finalement, sur ce qui est étiqueté comme un déchet, ou juste regarder, comme pour le cas du stylo bic qu'on avait mis en œuvre, c'est se dire, quelles sont ses propriétés. Donc on avait regardé l'objet, on s'est dit, c'est intéressant, il a un corps en plexiglas qui diffracte la lumière, c'est très beau, c'est un objet très technique, il a une capacité de résistance qu'on a évaluée, etc. Et à partir de ça, on s'est dit, voilà ses propriétés, comment maintenant on va concevoir une structure qui va le mettre en œuvre et qui va utiliser ses propriétés pour en faire un nouvel objet. Et c'est un exercice qui est assez amusant à faire déjà, et qui permet en fait de changer le regard aussi. Oui, de changer le regard sur des a priori qu'on a parfois sur des matériaux, ou sur des choses étiquetées comme des déchets, par exemple. C'est ça. Et puis moi, je trouve que c'est la force aussi de tous ces métiers, à la fois techniques et à la fois créatifs, de pouvoir voir un potentiel dans quelque chose et puis le révéler, quoi. C'est avec, parce que vous avez plein d'outils à votre disposition vous avez été formé aussi pour ça, tu vois, et donc du coup c'est vachement, ça rejoint à la fois le bon sens et puis à la fois aussi un espèce d'exercice qui est stimulant, tu vois, de solliciter ton imaginaire, etc. C'est un peu comme un truc avec 1 milliard de possibilités. Oui, et je crois que c'est aussi une qualité qu'ont en l'occurrence, les architectes ou les designers, c'est qu'ils sont justement capables, je pense, de concevoir à partir de données qui ne sont pas forcément corrélées les unes avec les autres. Un architecte, de faire des liens, tu vois, avec des liens avec des choses qui à la base n'en ont pas, ou oui, c'est ça. Oui, un architecte, par exemple, qui va construire un bâtiment, il va avoir des données économiques, des données environnementales, des données de site, des données structurelles, des attentes du client. Donc il y a comme ça plein de demandes qui sont un peu explosées et qui ont un peu parfois rien à voir les unes avec les autres, qui vont même peut-être aller dans des directions différentes a priori. Et la capacité qu'a l'architecte, c'est justement de faire la synthèse de toutes ces données et de proposer un projet, donc d'avoir un acte comme ça créatif qui permet de mettre tout ça en cohérence et de finalement faire fonctionner tous ces paramètres, et qui vont en fait prendre sens dans le bâtiment ou dans l'objet construit. Je pense que c'est un peu la même chose dans le travail du designer qui aussi intègre comme ça des paramètres
décorrélé et qui, par le projet et par l'acte de création, en fait quelque chose de pertinent, quoi. Ouais. Et puis c'est un truc de globalité, quoi, d'essayer de passer à la moulinette plein de choses et d'accoucher de. Et puis même en fait, ce processus-là, oui, il y a de la créativité, mais ce que tu dis aussi, c'est que le côté technique est important, quoi. Oui. En fait, je pense que le côté technique, en tout cas de mon point de vue, il permet d'alimenter tout ça. Et il permet peut-être d'avoir une meilleure lecture de certains de ces paramètres, justement, qui peuvent être cruciaux. Pour un bâtiment, ça va être les sujets de structure. Pour des matériaux, ça va être de comprendre quel est leur impact environnemental, quel est le procédé de fabrication, qu'est-ce que ça implique. Et dans cette synthèse aussi, je crois qu'il y a une dimension qui est importante dans la façon de réfléchir. Et c'est quelque chose que j'essaie en tout cas de mettre en œuvre, c'est le côté intuitif. Je pense que l'intuition, c'est aussi une qualité qu'ont peut-être les architectes vis-à-vis des ingénieurs. Bon, sans faire de généralité, mais je pense que l'intuition elle a cette capacité de concentrer de la réflexion. Et donc, elle concentre à la fois de la réflexion, de l'expérience. C'est aussi une synthèse de tout ce qu'on a pu expérimenter auparavant. Et c'est aussi une façon de concevoir et de créer des choses qui sont pas forcément dans une réflexion linéaire, de résoudre un problème, ce qui peut être un peu la vue très basique, disons, de l'ingénieur ou du technicien qui va juste avoir un problème, qui va formuler une solution, qui va répondre au problème et le problème est résolu. Et il y a quelque chose de plus complexe comme ça, mais qui est aussi le cas du travail de l'ingénieur, d'un ingénieur structure, qui est de concevoir en fait un peu intuitivement et de faire confiance à son intuition qui est en fait son ressenti, quoi. Ouais, qui n'est pas, parce que c'est souvent décrit comme un sentiment ou comme quelque chose qui n'a pas de grande valeur. Alors qu'en fait, je pense que c'est un vrai concentré de réflexion et c'est très riche. Et c'est quelque chose qui est important pour ces métiers qui doivent justement faire une synthèse un peu complexe de plein de choses qui ne peuvent pas se poser comme un problème simple. Et donc c'est forcément à travers son cerveau et son expérience. Parce que de manière générale, tu vois, la société dans laquelle on vit nous pousse pas trop à avoir des moments comme ça où alors déjà où en fait comme tu dis c'est valorisé et puis aussi surtout juste où on a le temps parce que j'ai l'impression qu'en fait on est dans un truc où tout doit être fait vite, enfin tu vois, et peut-être que pour que l'intuition, pour qu'on l'entende, pour qu'on arrive à se connecter un petit peu avec tout ça, il faut aussi se mettre à disposition parfois, enfin de se mettre dans un espèce d'état d'esprit ou d'enclencher quelque chose, tu vois, c'est pas toujours en fait peut-être évident. Est-ce que tu crois que aujourd'hui il y a dans les boîtes d'archi, etc., dans lesquelles tu as bossé, tu penses qu'il y avait déjà des gens qui étaient dans cette est-ce que c'est quelque chose sur lesquels il y a vraiment un truc à faire évoluer de façon forte, ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui le font, ou c'est pris comment même par rapport aux jeunes architectes, etc., que tu peux connaître? Ouais, il y a beaucoup d'agences d'archi qui ont des départements de recherche aujourd'hui et qui en fait développent des réflexions qui peuvent être très théoriques ou plus techniques. Il faut intervenir d'autres métiers aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez répandu, j'ai l'impression, et qui justement permet de prendre ce temps en ayant un temps un peu plus long, qui est un peu hors des projets, et qui permet de réfléchir sur un temps un peu plus long et d'être en capacité de faire des propositions rapidement après dans le temps court des projets qui sont qui doivent toujours être faits assez rapidement. Oui. Ouais. Donc parce qu'en fait c'est ça, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est aussi comme tout est hyper complexe, tous ces sujets sont. Si c'était simple en fait, on l'aurait déjà fait. Je pense que il y a plein de trucs un peu comme ça. Oui. Et donc forcément les solutions, parce que pour en revenir aussi à ce que toi t'as développé, ce matériau-là, donc à base de sédiments, etc., qui se transforment en fait en roche, potentiellement, il y a des utilisations vachement tu vois, multiples qui s'offrent à lui.
et on peut le comparer aussi versus un béton. Oui. Je sais pas, voilà. Et est-ce que toi, quand tu parles d'intuition, etc., est-ce que dans la mise en place de ce projet, tu as eu cette intuition-là d'amener ce matériau vers quelque chose qui puisse être demain un substitut au béton ou tu vois? Oui, bah, en tout cas, je me suis lancé dedans dans ce projet de manière très intuitive parce que j'avais pas encore le procédé qui permettait de le solidifier. Donc, Ouais. mais oui, après je pense qu'il y a un vrai potentiel parce que déjà la ressource est considérable. Il y a aussi C'est combien, en France, en fait, il y a entre 40 et 50 millions de mètres cubes de sédiments qui sont dragués chaque année dans ouais, les c'est ports et dans les énorme. canaux. Et en fait, c'est à peu près la quantité de béton prêt à l'emploi qu'on consomme en France chaque année. Donc c'est Incroyable. un volume incroyable de matériaux et qui sont Et aujourd'hui, dont on ne fait rien en fait. et ouais, dont on ne fait rien aujourd'hui. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment les shadocks quoi dans les ports parce que en permanence, on vient réévacuer les sédiments, les rejeter au large et ils reviennent et on recommence quoi. Donc il y a un vrai potentiel et ce potentiel en plus il a une répartition géographique parce que évidemment c'est essentiellement sur le littoral. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 60% de la population mondiale qui vit en bordure des côtes. Puis après, les villes portuaires, ben souvent, c'est des zones qui concentrent de la population. Donc il y a aussi on essaie aussi d'avoir avec Guylaine une réflexion territoriale et se poser cette question de d'où proviennent les sédiments et où est-ce qu'on veut les amener. Et donc du coup, à quel moment est-ce qu'on les transforme? Est-ce que c'est dans le port? Est-ce que c'est dans un lieu intermédiaire? Donc il y a aussi cette réflexion sur le territoire et sur l'infrastructure. Ouais, les transports de ce matériau, parce Ouais. qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui. Enfin, l'idée c'est pas d'avec une solution créer un autre problème, quoi. Enfin, c'est. Oui, exactement. Et on cherche à avoir une réflexion sur aussi les infrastructures existantes, ce qui est déjà le cas en se disant que on réutilise des sédiments qui sont générés par les ports. Donc en fait, le port, c'est donc une construction humaine qui génère une perturbation sur l'environnement. Et donc Guylaine vient limiter cette perturbation en réutilisant ces sédiments. Et donc on essaie aussi dans la suite de la chaîne, disons, de production de ces matériaux de construction, c'est de aussi s'appuyer sur l'infrastructure existante pour ne pas créer des nouvelles polarités. On va pas créer des nouvelles usines dans le territoire qui vont nécessiter des nouveaux réseaux de transport, etc. Et donc on essaie de s'appuyer sur l'infrastructure existante, que ce soit les nœuds que constituent les ports, donc en essayant de développer une solution en fait qui soit une solution mobile qui permette de transformer le sédiment directement dans le port. Et en s'appuyant du coup aussi sur ce qui connecte ces nœuds, c'est-à-dire les réseaux de transport, donc le transport fluvial ou le transport par train, qui sont des solutions aussi plus économes en énergie et moins polluantes que le camion par exemple, quoi. Pour après, là, tu veux dire pour lorsque il y aura une distribution de ces matériaux et pour aller les acheminer à l'endroit où ils vont être utilisés, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok. Mais donc ouais, en fait, c'est ce qui est donc hyper intéressant parce que quand souvent on parle de nouveaux matériaux, il y a cette question de oui, mais la grande échelle, ça peut pas être quelque chose qui soit duplicable. Parfois, il y a un problème de scalabilité, quoi. Je sais pas si tu vois, c'est de mettre à grande échelle, alors qu'en fait, ce projet que tu portes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est adapté à une production massive, justement. Oui, on le conçoit, alors on le fait en plusieurs phases. Là, on est au démarrage, on est en train d'installer un premier atelier à Brest, qui va donc permettre de produire des matériaux plutôt pour des applications en design et en aménagement d'intérieur. Et donc, mais effectivement, le projet comporte aussi cette dimension industrielle et c'est un vrai objectif qu'on se donne avec Mathieu, là, mon associé. On est deux associés sur le projet. Et notre objectif, c'est vraiment de le développer à l'échelle industrielle et d'essayer de voir jusqu'à quel point on peut aller avec ce procédé et jusqu'à quel point on peut aller dans l'industrialisation et dans le fait de produire des matériaux qui puissent être des substituts aux matériaux existants et des nouvelles solutions, quoi.
Ouais, des nouvelles solutions. Et puis alors aussi, en fait, et c'est franchement le truc qui est le plus aussi réussi, je trouve, dans le projet, c'est que c'est extrêmement beau, en fait, ces matériaux. Non mais, enfin, vraiment. Alors, il y a une palette de couleurs qui est complètement dingue, avec des dégradés incroyables. C'est pas du tout un truc un peu. Enfin, alors, je pense que vous en avez quand même des gris un peu tout simple, mais après, vous avez vraiment toutes les couleurs. Enfin, il y a avec une technique de teinture avec des oxydes dans la masse, non? Enfin. Oui. Je sais pas si tu peux le décrire, peut-être comment ça se présente un petit peu, peut-être les tomates ou les petits bouts de comme des faïences en fait. Oui, en fait, le matériau brut est entre un gris et gris marron un peu selon la ressource qu'on utilise aussi. Donc on a toujours une matière qui a une certaine variabilité et ensuite on vient en fait teinter dans la masse, comme tu disais, avec des pigments, c'est des oxydes métalliques qu'on utilise. D'accord. Et qui permettent en fait de colorer le matériau. Et c'est vrai que ça donne un rendu qui peut, en fait, quand il est très gris, on pourrait presque croire que c'est un béton, mais il y a des variabilités de teinte en fait dans la matière et avec les effets de couleur. Oui, parce que du coup il y a des jaunes, il y a des verts, il y a enfin en fait il y a vraiment toutes les couleurs avec des profondeurs aussi de couleurs, des variants, enfin c'est hyper joli quoi. Oui, merci. Et on arrive en fait à teinter. Le fait qu'on teinte dans la masse, c'est vrai que ça donne un aspect assez particulier qui plaît beaucoup parce que ça ressemble pas tout à fait à. Enfin là, le procédé est différent, le matériau est différent, donc ça donne un aspect qui est assez C'est nouveau. Ouais. Et après, on peut aussi jouer avec les couleurs, c'est-à-dire que on peut chercher à avoir quelque chose de plutôt uniforme, mais on peut aussi, on fait parfois des mélanges avec de teintes, par exemple, qui permettent de faire des effets de marbrure ou des effets de coulure, de veinage dans le matériau. Donc il y a toute une palette d'exploration de couleurs et de textures qu'on cherche à développer. Et il y a ce projet industriel, mais là la première phase qu'on lance, on cherche vraiment et on a envie de travailler avec des designers, des architectes d'intérieur ou des architectes qui ont envie d'utiliser le matériau et qui ont envie de tester des choses pour tester les couleurs, les textures, les formes et tout ce qu'on peut exprimer avec ce nouveau matériau. On a vraiment envie de créer des partenariats pour explorer le plus possible. Ouais, bah c'est clair. Parce que là, en fait, aujourd'hui, c'est soit quelque chose qu'on peut mettre au mur, en crédence, sur des plateaux, comme en fait un peu des plateaux de table, etc. Enfin, tu vois, pour que tu nous donnes un petit peu aussi aujourd'hui les applications. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Le matériau en fait peut se mouler, donc un petit peu comme un béton, on peut le couler. C'est un peu plus visqueux qu'un béton, donc on peut pas avoir des éléments trop fins, mais on peut le mouler dans tout type de forme pour effectivement faire. Nous, ce qu'on propose, c'est des crédences pour des applications murales intérieures. Et après, on peut mouler toutes sortes que ce soit des petits objets, des plateaux, ou bien des plateaux de table, des éléments plus gros aussi pour. On a des demandes notamment pour des boutiques ou pour des panneaux qui sont fixés sur les murs directement, des grandes plaques. Donc il y a plein d'applications possibles quoi. À partir du moment où le matériau se moule, on peut vraiment imaginer plein de choses et plein de façons de l'utiliser. Ouais, c'est clair. Non, mais il y a un potentiel de beau plus. Je confirme. Et donc après peut-être des utilisations au sol ou en fait il y a plein de choses aussi qui peuvent être imaginées en plus de l'objet quoi. Oui. Ou au-delà de l'objet d'utilisation au mur. Oui, on peut aussi l'utiliser pour faire comme des sortes de tomates. Donc on n'a pas encore de certification disons pour l'utilisation en sol, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bah ouais. Et les applications après sont nombreuses parce que on a eu des demandes aussi d'architectes pour des éléments de façade par exemple, donc des briquettes pour faire des façades ou pour faire des revêtements muraux intérieurs, mais sur des halls. Donc il y a plein d'applications possibles à imaginer. C'est clair, non mais c'est trop bien. Et après un autre truc, c'est est-ce que vous avez aujourd'hui pensé un peu, tu vois, genre la fin de vie en fait de ce matériau, est-ce que c'est le procédé fait que du coup potentiellement ils peuvent repartir dans un circuit ou tu vois comment qu'est-ce qu'ils peuvent devenir après aussi en fait ces matériaux? Oui, on n'a pas encore fait d'essai de réutilisation, mais en fait le matériau est 100% minéral. Oui, t'ajoutes rien.
Donc il y a pas de voilà, il y a pas de liant, on met pas de ciment, il y a pas de résine. Donc c'est vraiment une transformation qui opère sur le sédiment. Donc c'est vraiment le sédiment qui modifie sa structure et qui du coup prend de la solidité. Et donc a priori il y a pas de limitation, au moins pour l'utiliser en agrégat, disons, en fin de vie. Après, quelque chose qu'on aimerait tester, c'est voir dans quelle mesure, si on envisage que finalement c'est comme une roche sédimentaire qui pourrait être réérodée et redevenir de l'argile, et est-ce qu'on pourrait pas la resolidifier. Donc ça, c'est une question qu'on a en développement. Trop bien. Mais en tout cas, en tant que granulat, ça peut s'utiliser sans problème, oui. Ouais, super, ok. Bon, alors tu sais que ce podcast s'appelle Où est le beau, et que à chaque fois j'ai une petite tradition, c'est que je demande à tous mes invités de nous dire un petit peu ce que le beau représente pour eux. Alors Yann, est-ce que tu peux nous donner ta définition du beau ? Alors ma définition du beau, je crois que il y a quelque chose qui est assez pertinent que j'ai lu. Alors je sais pas si c'est la mienne, mais c'est plutôt celle de David Billington, professeur de Princeton, qui a écrit un livre qui est vraiment super, qui s'appelle The Tower on the Bridge. Vous excuserez le mauvais accent. Et en fait, il parle d'ingénierie et de l'art de l'ingénieur. Ouais. Et il décrit en fait l'ouvrage d'art qui devient presque une œuvre d'art, comme un équilibre entre trois E, donc trois lettres E. Et ces trois E, c'est l'efficience, donc c'est-à-dire l'optimisation. Est-ce que la matière est utilisée de manière optimale et économe en matière? L'économie, donc là qui est un sujet de coût, et l'esthétique, qui est donc une recherche d'une certaine esthétique et d'avoir au moins une réflexion là-dessus. Et je trouve que c'est hyper c'est très synthétique, mais je trouve que c'est hyper pertinent, et ça permet d'avoir une lecture un peu sur plein de façons de produire du beau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont belles mais qui sont uniquement esthétiques. C'est peut-être je sais pas, une sculpture par exemple, elle va être que sur le critère peut-être esthétique. Il y a des choses qui sont que efficientes, donc qui sont que de l'optimisation de matériaux. On peut y trouver une certaine esthétique, mais c'est pas forcément une certaine beauté. C'est pas forcément le but qui est recherché. Si c'est une navette spatiale par exemple, elle va être que efficiente. Donc on va trouver une esthétique, mais le but n'a pas été de la rendre esthétique. Et puis il y a des choses qui sont que économiques. Si on pense, je sais pas, un pont sur une autoroute, il est pas forcément, il va surtout chercher à être peu cher. Et je trouve que c'est cet équilibre entre ces trois E, l'efficience, l'économie et l'esthétique, je trouve que c'est une bonne définition de ce qui peut générer de la beauté. Et après, je crois aussi que il y a la beauté, elle est dans la nature, et elle est dans aussi indirectement la nature à travers l'homme, ce que peut faire l'homme et ce qu'il peut fabriquer. Et je crois que c'est un vrai bon vecteur. C'est peut-être de se rapprocher de ça aussi. C'est peut-être le travail de l'homme et en collaboration avec la nature. Voilà, oui. Avec le vivant. Et du coup, tu vois, parce que tout ça nous amène aussi à voir que dans ces dernières années, il y a beaucoup de jolies choses qui ont été imaginées, mais qu'en fait, toute cette beauté, elle a un prix aussi, parfois, parce que c'est pas forcément des choses qu'on va pouvoir réutiliser, réemployer, recycler, etc. Donc, on se dit que toute cette beauté, elle a un prix qu'on paye aujourd'hui assez cher. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aujourd'hui, faire de beaux objets, tu vois, ou de beaux intérieurs, en fait. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion de bon sens, je pense qu'il y a le bon sens, c'est un peu une dimension intuitive aussi, comme on en parlait tout à l'heure. C'est que je pense qu'il y a là-dedans, il y a une sorte de concentré de réflexion qui fait que le bon sens, ça va être d'utiliser peut-être des matériaux de qualité. Après, il y a toujours cette question du coût, mais je sais plus, il y a des données comme ça qui indiquent que la part, par exemple, de ce qu'on dépense dans le mobilier, par exemple, entre il y a 50 ou 100 ans et aujourd'hui, c'est peut-être passé de 30% à 5% aujourd'hui.
Et du coup, on a l'impression que les mobiliers sont chers, mais ils étaient aussi chers à une autre époque. Donc, je pense que il y a là-dedans aussi une notion plus globale qui est qu'il y a certains coûts qui sont pas forcément pris en compte. Ah oui. Quand on achète un produit qui va être pas cher, il y a toujours des coûts cachés et qui sont pas pris en compte dans le modèle économique, en tout cas de ce genre de produit. Ça peut être des coûts environnementaux, c'est-à-dire qu'une pollution qui va être engendrée sur l'environnement, elle n'est pas évaluée économiquement. Donc si on prenait en compte ce coût, l'objet deviendrait plus cher. Il peut y avoir des coûts sociaux avec des produits qui sont fabriqués dans des pays où les droits sociaux sont plus légers, disons, que ce qu'on peut avoir chez nous. C'est aussi des coûts qui sont pas pris en compte, c'est-à-dire une souffrance de personnes au travail, c'est un coût caché. Donc finalement, les coûts visibles qu'on a dans nos magasins en France de produits fabriqués partout dans le monde, c'est pas des coûts réels. Et finalement, aller voir un menuisier près de chez soi qui va vous faire une étagère, ça va coûter plus cher, mais ça va peut-être durer plus longtemps aussi. Oui, mais en fait c'est ça, c'est que ça va coûter plus cher par rapport à aujourd'hui des normes en fait de prix qu'on a en tête qui sont pas qui sont faussées quoi, parce que par tout ce que tu viens de dire avant, donc c'est peut-être se dire que voilà, c'est acheter un vase à 5 euros, peut-être que c'est pas normal. Et après, en fait, ça pose toute cette question de la qualité. On a aussi envie qu'elle soit pas réservée à une élite. Et donc, comment est-ce qu'on fait, tu vois, pour qu'en fait, on puisse aussi tous avoir accès à ces produits qui sont de bonne qualité. C'est une vraie question très très ouverte, tu vois, à laquelle il faut s'atteler, je crois, aujourd'hui. Et c'est important, je crois, de pouvoir en tout cas, d'avoir ça à l'esprit, quoi, on n'a pas encore forcément toutes les réponses, mais de faire aussi des choses plus en conscience et de se sentir vachement privilégié quand en fait on a la possibilité de pouvoir faire autrement, quoi. Oui, et je pense que là-dedans justement, les architectes ou les designers ont un vrai rôle à jouer parce que ils ont ce qu'on disait tout à l'heure, cette compétence de penser des problèmes multiparamètres. Et donc sont aussi capables d'intégrer ces paramètres et aussi des paramètres de production, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va produire je sais pas, une table dans un matériau qui soit un beau matériau, comment on va la produire dans une quantité, ou comment on va l'industrialiser, ou comment on va la concevoir ces assemblages pour que finalement on puisse aussi réduire les coûts et que ce soit accessible et que ça ne soit pas une œuvre au prix démesuré, quoi. Et donc il y a aussi une vraie question sur les procédés, quoi. Donc comment on fabrique, comment on industrialise aussi, et c'est des sujets qui sont importants aussi dans la démarche de conception, je pense, d'intégrer toute la question du procédé et qui sont techniques mais qui sont en fait essentielles, quoi. Ouais, et qui guident beaucoup finalement à la fois le résultat, l'objet et la faisabilité aussi parfois, parce que si on n'a pas cette dimension technique dans la création d'un projet, parfois il peut être difficile de trouver des solutions parce qu'il nous manque des données, il nous manque des paramètres et on peut avoir du mal à trouver les bonnes solutions, en tout cas qui vont faire que le projet va fonctionner. Et alors, parce qu'en fait le truc c'est que la technique ça a quand même c'est un peu moins sexy, tu vois, ça attire peut-être un peu moins aujourd'hui les créatifs, etc. Toi, quelle est la beauté aussi que tu trouves dans la technique? Parce que pour le coup, tu as un bel exemple, quoi. Oui, je trouve que moi je trouve ça fascinant personnellement, mais ce qui est fascinant, c'est en fait c'est ce qui permet de modéliser et de comprendre notre environnement, c'est-à-dire un phénomène de physique ou une transformation chimique ou une structure, la structure d'un bâtiment. La dimension technique, c'est ce qui nous permet de synthétiser et de comprendre comment cette chose tient, comment ce bâtiment tient debout. Et je trouve que c'est fondamental et c'est assez fascinant c'est en fait c'est arriver à théoriser la matière et comment les forces circulent dans la matière et comment on arrive à faire tenir des choses ou à fabriquer des choses en passant par cette abstraction qui est la modélisation ou
l'aspect plus théorique que peut avoir la technique. Ouais. Mais du coup, c'est aussi en fait comprendre pour in fine choisir en fait un matériau meilleur qu'un autre. C'est aussi ça en fait dans ce procédé de fabrication. Oui, et puis peut-être envisager aussi d'autres solutions. C'est-à-dire que quand on comprend finalement le procédé de mise en œuvre ou quand on comprend les contraintes qu'ont un matériau, nous c'est ce qu'on fait là. On monte quelques partenariats avec des designers pour des projets et on essaie justement de leur apporter cette connaissance qu'on a nous du matériau qu'on a mis au point pour arriver à concevoir en cohérence avec le matériau et en utilisant et en mettant à profit toutes ses propriétés pour le faire travailler au mieux et finalement ce qui amène sur la conception de certaines formes ou de certains assemblages qui sont pertinents par rapport au matériau et c'est un sujet qui est très généralisable. C'est passionnant. Ouais, et puis généralisable à tout matériau et qui est fascinant. Ouais, c'est-à-dire qu'on conçoive avec tel ou tel matériau, finalement, on peut pas avoir une pensée formelle d'un côté et puis ensuite choisir le matériau. En tout cas, de mon point de vue, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de se dire quel matériau est pertinent pour tel projet et ensuite comment on peut le mettre en œuvre pour réaliser ce projet concrètement, quoi. Ouais, donc c'est comprendre pour créer aussi. C'est beau ça. Est-ce que tu aurais du coup, on a passé pas mal de messages, mais un conseil peut-être pour les jeunes qui sortent de l'école, les jeunes architectes, les jeunes designers? Peut-être de pas avoir peur de se lancer dans des projets aussi vastes puissent-ils paraître et aussi techniques puissent-ils paraître. Faut suivre ses intuitions et ne pas hésiter à se lancer et à remettre les choses en question parce que c'est que comme ça qu'on peut faire avancer les choses et surtout si on a une intuition et qu'on croit dans quelque chose, il faut foncer quoi pour le faire. Faut y aller. Est-ce qu'il y a une adresse, un endroit tu vois que t'aimes bien et que t'aimerais nous partager? Ça peut être un endroit, un musée, même un restaurant, je sais pas, tu vois, un truc, une adresse sympa. Je vais dire la ville de Brest peut-être que tout le monde ne connaît pas, qui est une ville que j'ai découvert parce que je m'y suis installé il y a 2 ans. J'ai rencontré Guylaine et c'est une ville qui est vraiment très belle, on avait parfois des a priori sur cette ville, mais c'est une ville qui est vraiment incroyable. On vit au bord de la rade. L'environnement naturel est magnifique et d'un point de vue architectural, c'est une ville qui est assez passionnante aussi parce que malgré qu'elle ait été très détruite pendant la guerre, il y a un effet de relief. Il y a beaucoup de relief à Brest et il y a une richesse, il y a un vrai éclectisme dans les bâtiments, dans les styles architecturaux et c'est une ville qui est vraiment géniale. Donc c'est un beau lieu à visiter. Donc rendez-vous à Brest. Le beau est à Brest. Et à qui est-ce que tu aimerais passer le relais dans ce podcast? J'ai un très bon ami, qui est un ami de toute petite enfance, de maternelle, et on se suit depuis tout ce temps, qui s'appelle Stéphane Tulepo, qui est sculpteur, qui fait de la sculpture, en fait, qui est très, très orienté sur les sujets de réutilisation, et aussi des sujets très urbains un peu le banal des villes ou le banal des banlieues de villes. Il travaille aussi sur des objets délaissés. Donc, il faisait par exemple une série d'objets grattés, qui sont des objets qui trouvaient dans des lieux. Ça va de la porte trouvée dans un sous-bois au frisbee trouvé dans un port à Glasgow. Et en fait, il gratte, donc c'est une sorte de gravure qu'il fait sur les objets, le lieu dans lequel il a trouvé l'objet. Okay. Et voilà, de manière plus générale, je trouve qu'il a une approche assez intéressante sur les objets délaissés et sur les objets un peu abandonnés comme ça. Ouais, et puis trouver et révéler la beauté de ces objets-là, parce que c'est aussi c'est aussi tout un art de se rendre disponible pour tout ça, quoi. Ouais, il a une approche très sensible que j'aime beaucoup. Ok. Bon, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper chouette de t'avoir sur le podcast. Merci Yann. Merci Hélène, merci à toi.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.ouestlebo.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.